Oui, bonjour. Je voudrais réévoquer un thème que j'ai évoqué il n'y a pas très longtemps, qui est la peur de l'intelligence artificielle. Vous savez qu'à l'heure actuelle, ça court les médias, l'intelligence artificielle qui va être qui va être d'intelligence beaucoup plus grande que l'homme, et qui va devenir un danger pour l'humain et s'attaquer à la civilisation humaine. Alors, je voudrais, si vous voulez, soutenir quelques thèses à ce propos-là. Bon, la première thèse, c'est si on prend au sérieux cette peur, elle est inconséquente. Elle est inconséquente et inconsistante. Sauf pour certaines conditions qui ne tiennent pas à l'intelligence elle-même. Voilà. Ça, c'est la première thèse. La deuxième thèse, c'est la peur de l'intelligence artificielle cache une autre peur. Alors, en prolégomène, je dirais tout de suite que je ne suis pas favorable au développement infini et indéterminé comme ça de l'intelligence artificielle, mais ce que je pense aussi, c'est que on ne pourra sans doute pas échapper à l'augmentation systématique de l'efficacité des actions humaines, et que en passant par l'artificialisation, et que d'une certaine façon, comment dirais-je, la peur vise moins, enfin, vise moins au premier degré une intelligence artificielle qui serait en quelque sorte face à l'homme, face à l'humain, opposée à l'humain, qu'un prolongement d'une certaine façon des capacités humaines. Voilà. C'est un petit peu d'ailleurs ce que disait le champion de Go qui a été battu par l'ordinateur. Non. Finalement, il disait au fond, moi je le vois pas contre moi, je le vois avec moi. Il augmente mes capacités. Évidemment, il supprime le jeu, mais il augmente mes capacités. Si on autorisait les humains peut-être à se servir de certains aspects de l'intelligence artificielle qui ne détruisent pas le jeu, c'est-à-dire l'amusement, hein, bon, peut-être qu'au fond, on aurait une autre vision dessus. Bon. Cela dit, à mon avis, c'est pas pour ça, c'est pas la raison principale pour laquelle les humains actuels ont peur de l'intelligence artificielle. Je dirais ensuite pourquoi, à mon avis, ils ont peur, justement, de l'augmentation indéfinie de la puissance humaine, via l'artificialisation, bien sûr. Alors, en ce qui concerne, je dirais, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est elle-même en soi un danger? Qu'est-ce que veut dire que quelque chose qui est plus intelligent que l'homme? Je crois qu'on n'est pas capable de répondre à ça, pas plus qu'on est capable de répondre à la question qu'est-ce que Dieu? On ne peut pas répondre plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence, d'abord. On ne sait pas comment elle est justement... qu'est-ce que c'est qu'une intelligence? Est-ce que c'est limité à un individu? Est-ce que c'est donc un individu qui s'appellerait un ordinateur, par exemple? Est-ce que c'est une intelligence qui est partagée? Est-ce que c'est une intelligence qui est finalement répartie et dispersée et en même temps unifiée sur l'ensemble de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une sorte de société intelligente, mais qui serait un peu comme la société de Matrix, enfin la société la société des machines qui forment une seule machine, si vous voulez, opposée à l'humanité en général. Et on commence déjà à voir poindre l'oreille de ce qui est le danger principal. Est-ce que c'est l'intelligence ou est-ce que c'est la massification d'une entité, qui va, comment dire, supplanter à la fois des individus et des collectifs divers et variés? Oui, bon, ça c'est déjà une première question. Bon, moi je pense qu'on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence supérieure à celle de l'homme, parce que on n'est pas capable de définir l'intelligence. Bon, donc déjà c'est une première absurdité qu'il faut lever. Alors pourquoi on ne peut pas définir ce que c'est que l'intelligence? Encore une fois, c'est très simple. Je vais vous prendre un exemple simple. Je vais vous prendre quelques exemples, si vous voulez, pour pouvoir essayer de marquer mon point, et ensuite j'essaierai d'affiner la chose. Bon, en premier lieu, prenons par exemple l'exemple de la peste. La peste, par exemple, vers 1350.
La peste vers 1350, est-ce que vers 1350, la peste est intelligente? Si on prend par exemple certains pays d'Europe, c'est plus de la moitié des populations qui vont y passer à chaque épidémie. Bien. Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, la peste est plus intelligente que l'homme? Oui, elle est plus intelligente que l'homme, au sens où elle est plus efficace, où elle l'emporte, où elle gagne, où elle tue. Cela dit, son but n'est pas de tuer, pourtant elle tue. Elle infecte les organismes et à la limite, elle finit par disparaître elle-même de son succès, n'est-ce pas? Elle finit par disparaître de son succès. Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, le virus, je sais pas, du sida est particulièrement intelligent? Pourtant, à un moment donné, il réussissait à vaincre les barrières immunitaires de tous les individus qui tombaient sous sa dépendance. Mais bon, est-ce que c'est l'intelligence? Est-ce que l'hostilité et la capacité de dominer et de gagner, de l'emporter, est une preuve d'intelligence? Prenons par exemple une instance, je vais appeler ça Gaïa. Gaïa, qui existerait, donc par exemple, ça serait non pas une intelligence artificielle, mais l'intelligence naturelle en tant que telle, c'est-à-dire qui serait dispersée sur l'ensemble de la planète et qui correspondrait à un but de la planète qui serait par exemple de rester vivante, n'est-ce pas? Est-ce que Gaïa est plus intelligente que l'homme? À partir du moment où on pourrait considérer que, en acceptant un taux de pollution très important, un taux, etc., de réchauffement climatique très important, elle va mettre en danger, via l'homme, via l'activité de l'homme, l'existence de l'homme lui-même, à sa surface, comme elle a encore quelques milliards d'années devant elle, en tant que, par exemple, qu'organisme organisant la vie, enfin, que monde de la vie, monde vivant organisant la vie. Est-ce qu'elle aura gagné? Est-ce qu'elle a gagné contre l'homme alors que c'est elle-même qui a créé l'homme? Et est-ce qu'elle va être plus intelligente que l'homme parce qu'elle va trouver, elle va utiliser dans l'homme d'une certaine façon sa propension à, faire des choses qui sont au fond détestables à la fois pour lui et pour les autres. Et est-ce qu'on va dire que Gaïa c'est l'ennemi de l'homme et qu'elle va l'emporter et que c'est très très grave de laisser Gaïa, l'existence de Gaïa parce que finalement elle va finir par détruire l'homme? Oui, sauf que c'est l'homme lui-même qui se détruit dans Gaïa. Alors, comment vous départagez Gaïa de l'humain? Vous voyez? Bon. Alors, ce genre de paradoxes, on pourrait les multiplier. Est-ce que c'est l'intelligence stratégique? Je ne sais pas, moi, des Russes, par exemple, de Staline, qui va l'emporter, par exemple, en aboutissant à la bataille de Stalingrad et en organisant un tournant dans la guerre de 40. Est-ce que les Russes sont particulièrement intelligents? Est-ce que c'est leur intelligence qui va triompher finalement des nazis? Oui. Bien, moi j'ai un doute là-dessus. J'ai un doute là-dessus parce que et inversement, est-ce que c'est la bêtise des nazis qui vont, je dirais, s'engager dans la voie de leur propre destruction? Bon. Vous voyez, et à ce moment-là, où commence la bêtise des nazis? Est-ce que ça commence à l'écriture de Mein Kampf en 1920 par Hitler, enfin dans ces années-là? Est-ce que c'est la victoire de Hitler en 1933? Est-ce que c'est la déclaration de guerre à la Pologne en 1939? Est-ce que c'est, vous voyez, où ça commence la bêtise des nazis? Et si vous prenez Hitler, le personnage charismatique lui-même, est-ce que l'intelligence d'Hitler, est-ce que c'est la bêtise d'Hitler qui va effectivement orienter finalement le nazisme vers sa propre défaite? Bon. Alors, si on isole les problèmes, certainement que la bêtise d'Hitler et la bêtise de ses généraux, certains de ses généraux, mais surtout la bêtise d'Hitler par rapport à ses généraux, va l'amener à faire des grossières erreurs stratégiques. Par exemple, ne pas occuper Moscou, mais plutôt s'en détourner vers le sud-ouest, enfin vers le sud-est. Une fois dans le sud-est, bon, diviser les armées nazies entre nord et sud, ce qui évidemment les divise
dans un continent gigantesque où elles vont se retrouver nécessairement plus faibles face à un adversaire très très familier de son propre terrain et qui surtout sait ce qui les attend, c'est-à-dire la boue des saisons intermédiaires et la glace d'un très long hiver. Donc, vous voyez ce que je veux dire par là, c'est réfléchissons à la question. Si vous réfléchissez à la question, vous vous rendez compte, premièrement, que la folie nazie, elle est stupide et folle dès le départ. C'est-à-dire que si Hitler se figure qu'il va pouvoir redresser l'économie allemande par la militarisation de l'économie allemande, et effectivement, il va créer une condition qui est une condition suicidaire, parce que l'Allemagne, malgré toutes ses qualités, et malgré la Blitzkrieg, malgré les guerres éclairs, etc., malgré ses capacités tactiques et ses capacités à la victoire sur des champs de bataille avec une tactique extrêmement efficace pour l'époque, et déjà relativement efficace pour la guerre de 14, mais ça n'avait pas pu se mettre sur pied. De toute façon, c'est ce qui va arriver, c'est ce qui est arrivé à Napoléon un peu avant, sur d'ailleurs des points tout à fait similaires, puisque c'est pareil, la défaite de Napoléon se construit d'abord en Russie, il y a comme une similarité extraordinaire, hein, et ensuite, évidemment, en Europe occidentale même. Mais la situation est légèrement différente, évidemment. Il y a, par exemple, le phénomène technologique. Mais le phénomène technologique allemand ne peut évidemment pas l'emporter sur un développement, je dirais, conjoint de l'économie américaine et de l'économie russe, par exemple, pour prendre les deux grandes puissances de l'époque. Quelle que soit la vitesse je crois qu'on pourrait faire toute une série de modèles, avec l'intelligence artificielle d'ailleurs, toute une série de modèles pour essayer de savoir si la guerre aurait pu être gagnée définitivement par les Allemands. Je crois que on peut effectivement faire des hypothèses comme quoi la guerre aurait pu durer 10 ans de plus, comme quoi les Alliés aurait pu se constituer plus tardivement, comme quoi il y aurait pu avoir plusieurs autres défaites que celle de Pearl Harbor pour les Japonais, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il est tout à fait évident, mais évident, il y a une évidence profonde qui ne peut être niée que par, je dirais, l'orgueil des vainqueurs, qui ont intérêt, d'une certaine façon, toujours à, glorifier leur ennemi pour démontrer eux-mêmes à quel point ils sont forts. Or, en réalité, alors évidemment, si les Américains n'étaient pas rentrés du tout dans la guerre, mais pourquoi ne seraient-ils pas rentrés du tout dans la guerre à partir du moment où l'Angleterre aurait été menacée, etc. Et non, c'est évident qu'ils seraient rentrés dans la guerre. Ils n'auraient pas laissé. Bon. Alors, est-ce que Hitler aurait pu ne pas déclarer la guerre aux Russes? Oui, probablement, il l'aurait fait plus tard. Mais à ce moment-là, ils auraient laissé également se développer une puissance considérable en Allemagne et évidemment en Russie. Ils n'auraient pas pu Staline aurait été très très gêné, coincé entre d'un côté les Japonais qui avaient déjà vaincu les Russes en 1905 ou un truc comme ça, et puis de l'autre côté des Allemands surpuissants. Donc je dirais tôt ou tard, ils se seraient sentis menacés et il y aurait eu une compétition entre les deux grandes puissances. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, si vous voulez, soit que Hitler n'ait pas attaqué les Russes et se soit donc cantonné en quelque sorte au terrain occidental. Dans ce cas-là, il aurait aussi manqué probablement de ressources, puisque l'une des principales raisons précisément de l'attaque des Russes, c'est de s'emparer de ressources à la fois agricoles et de ressources surtout de matières premières, et d'arriver jusqu'au gisement de pétrole de la Caspienne, etc., de façon à pouvoir nourrir, alimenter leur guerre, que le pétrole artificiel ne pouvait pas suffire. Les matériaux artificiels synthétiques ne pouvaient pas suffire.
Et donc, à mon avis, quelle que soit l'hypothèse qu'on fait, on ne peut que prolonger le succès de l'hitlérisme, mais pas éternellement. Le caractère d'occupation systématique de plusieurs peuples qui ne se laissent pas faire, au début qui sont assommés, mais qui progressivement voient se générer nécessairement des formes de résistance, je dirais appuyées ou développées par le caractère extrêmement injuste de cette occupation, est absolument évident qu'un jour ou l'autre, il veut dire qu'ils auraient pu. Donc c'était une course de vitesse, et cette course de vitesse qu'ils avaient cru justement gagner simplement par la vitesse, oui, c'est-à-dire par la blitzkrieg généralisée, etc., ils n'auraient pas pu tenir la rampe plus longtemps. Il est assez improbable que les colonies africaines aient rendu l'âme devant justement de façon très différente du sort qui a été réservé aux armées de Rommel. C'est extrêmement improbable, parce que les Anglais et les Français étaient puissants. Il n'y avait aucune raison que les Français laissent tomber leurs colonies pour les livrer littéralement à l'envahisseur, d'autant que progressivement la guerre évidemment génère sa propre évidence, à savoir que la collaboration n'en était pas une, c'était une domination et qui allait devenir de plus en plus forte et intégrale. Donc à mon avis, il est extrêmement improbable, il y a toujours une chance évidemment. Alors évidemment si les gens restent passifs et sans bouger, mais à partir du moment où on suppose des réactions minimales, normales, je pense qu'on aurait pu peut-être aller observer à la fois une consolidation et puis un vieillissement et une mort du système nazi qui aurait gagné l'Europe, à peu près 10 ans après, mais pas plus. Voyez. Donc, ça aurait changé aussi la face du monde, effectivement. Ça aurait peut-être encore développé la haine des régimes totalitaires encore plus que ce que nous avons connu, etc. Et puis, est-ce que ça aurait enrayé la bombe atomique et la découverte de la bombe atomique et l'utilisation de la bombe atomique aux États-Unis et le fait qu'un jour ou un autre, il y aurait eu une confrontation atomique, peut-être, d'ailleurs, il y aurait eu une guerre nucléaire, pour le coup, vous voyez. Mais je ne peux pas imaginer que ni les Américains ni les Russes puissent accepter une domination entière de l'Europe par le nazisme sur le long terme. À mon avis, c'était hautement improbable. Donc on a, d'une certaine façon, surestimé complètement la capacité si vous voulez, c'est pas une question d'intelligence. Je dirais au contraire, c'est une question. Voilà un pari qui est fait. On va militariser l'économie allemande. L'élimination de l'économie allemande ne pourra tenir que s'il y a expansion de l'Allemagne pour aller piquer les ressources des autres, hein, ce qu'ils font maintenant sous une autre forme d'ailleurs, sous la forme de l'excédent commercial systématique, etc. C'est-à-dire que on est très probablement dans une surestimation de la capacité à l'emporter. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça en rapport avec la question de l'intelligence artificielle? Eh bien, c'est parce que, si vous voulez, est-ce que les Alliés ont gagné parce qu'ils étaient particulièrement intelligents? Je ne crois pas. Ils ont gagné parce que les nazis se sont lancés dans une aventure pratiquement suicidaire dès le départ. C'est-à-dire que dès l'idée qu'on allait remettre ça à la fin de la guerre de 14, qu'on allait prendre un souffle, respirer, et ensuite, repartir à l'assaut, avec cette fois-ci la bonne tactique, la bonne, etc. Je crois que c'était fou. Et moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que les Allemands ont perdu la guerre de 40, non seulement en perdant la guerre de 14, mais en perdant la course interimpériale qui avait donné l'avantage aux Britanniques et aux Français, c'est-à-dire en fait à des puissances coloniales et l'Espagne, naturellement. L'Espagne, c'est très important, et le Portugal. C'est-à-dire en fait toutes les puissances, je dirais, atlantiques, on va dire, toutes les puissances atlantiques ont eu un privilège extrêmement fort quant à l'organisation d'empires coloniaux gigantesques. À partir du moment où les Allemands, je dirais, se sont réveillés, c'était trop tard.
Et je pense que c'était trop tard dès 1900 quoi. Et peut-être même avant. C'était déjà trop tard. C'est-à-dire que je pense qu'il n'aurait pas pu remonter la pente. Il n'aurait pas pu, tout simplement. Même s'il avait voulu. Vous voyez, c'était trop tard. Alors, qu'est-ce qui les a trompés? Ce qui les a trompés, c'est pas un manque d'intelligence. C'est que ils ont surestimé l'effet justement de leur intelligence, de leur capacité de transformation de leur propre appareil de production, etc., de leur unification nationale, je veux dire, voilà, de leur capacité justement à gagner les conflits, de leur capacité militaire, etc. Ils l'ont surestimé à l'aune de leur productivité. C'est-à-dire que la productivité étant très intense, l'organisation militaire de la société et de la production étant particulièrement remarquable, les Allemands justement se sont fondés sur leur intelligence, vous voyez, sauf qu'évidemment ils n'ont pas pu prévoir qu'il y avait un ingrédient de départ qui manquait, c'était justement la disposition de grands espaces coloniaux déjà installés, déjà organisés, à partir desquels ils pourraient rayonner, à partir desquels ils pourraient se défendre, à partir desquels ils pourraient organiser une défensive, etc. Donc, vous voyez, alors à partir de là, vous pourrez toujours me dire, mais une intelligence artificielle localisée en Allemagne, par exemple, qui se serait confondue avec les intérêts allemands, eh bien, à mon avis, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Eh bien, elle aurait sorti de l'ordinateur une seule phrase, ne fais pas la guerre. Ni la guerre de 70, ni la guerre de 14, ni la guerre de 40. Ne fais pas la guerre. Et c'est la seule façon dont tu pourras le gagner. Donc voilà typiquement quelque chose qui nous dit que les dispositions générales étant ce qu'elles sont, si vous avez une reconnaissance objective de ce que c'est, vous ne lancez pas. Mais s'il n'avait pas fait la guerre, il y a quelque chose qui est aussi d'une certaine façon frappant, à d'autres niveaux, si vous voulez. Eh bien, on pourrait dire qu'ils n'auraient peut-être pas pris conscience à la fois de leurs forces et de leurs limites. Ils n'auraient pas... vous voyez, il y a toute une série de choses qui s'enchaînent et qui sont des choix, au fond. Alors peut-être fallait-il mieux faire la guerre, je ne crois pas, parce que ça a tout de même fait des millions de morts, y compris chez eux en particulier, des grandes migrations de population, un rapatriement extrêmement douloureux de populations allemandes, germaniques dans les pays de l'Est vers l'Allemagne, etc. Enfin, rétrécissement finalement du territoire, enfin, des tas de choses extrêmement douloureuses, qui ont été compensées par la même habitude. Et l'habitude des Allemands ne s'est pas arrêtée. Il a continué en Allemagne de l'Est avec les communistes. Il a continué en Allemagne de l'Ouest en se polarisant avec acharnement sur la productivité industrielle. Et, bon. Donc on a avec l'idée folle que le type de solidarité acquise au niveau des communautés et étendue au niveau national, via d'ailleurs des Länder, via des choses comme ça, suffit en quelque sorte prouver la supériorité du peuple sur les autres. Or, c'est une erreur profonde. Alors, vous allez me dire, ça peut évidemment rentrer en contradiction. Alors, donc, ce que je voulais simplement vous dire, c'est s'il y avait une intelligence artificielle qui s'était confondue avec l'Allemagne, avec l'intérêt allemand, à mon avis, ça aurait abouti à des choses totalement différentes. Ce qui veut dire que l'intelligence artificielle n'est pas par principe hostile. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui fait l'identité de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle peut s'identifier à des intérêts qui lui seraient propres, indépendamment des humains? Et est-ce qu'elle peut, à la limite, se donner comme objectif, n'est-ce pas, de l'emporter sur les humains? Parce que s'il n'y a pas d'objectif pour l'emporter sur les humains, toute cette peur qui est chez les scientifiques actuels ou chez les capitalistes pour dénoncer l'intelligence artificielle, à mon avis, c'est éteint. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison. Si vous faites confondre, si vous soumettez l'intelligence artificielle aux intérêts de l'humanité, si vous les confondez, vous augmentez l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle. Avec peut-être d'ailleurs un débat, parce qu'après tout, nous ne sommes jamais sûrs que l'intelligence artificielle soit parfaitement intelligente. Il n'y a pas de perfection dans l'intelligence. Il y a toujours des apories, toujours des choix, toujours des... Alors on va dire il y a 30% de chance, 20% de chance, mais le problème c'est que même s'il y a 2% de chance, il se peut que les 2% de chance finissent par triompher. Et, vous voyez, et donc il y aura toujours un choix à faire. Et, bon, alors ça c'est une deuxième chose. Alors donc si vous voulez, maintenant reste l'essentiel du raisonnement. L'essentiel du raisonnement est le suivant. Qu'est-ce qui peut rendre
les intérêts, si vous voulez, de l'intelligence artificielle distincts, non pas d'une partie de l'humanité contre une autre, parce qu'effectivement, elle peut se mettre au service, ou on peut la mettre au service d'un intérêt militaire ou stratégique d'une puissance contre une autre. Par exemple, on peut la mettre au service des intérêts américains. Mais laissez-moi vous dire que si on mettait l'intelligence artificielle au service des intérêts américains, et qu'on prenne ces jugements pour les jugements de Dieu, pour des jugements divins auxquels il faut absolument obéir, eh bien, d'abord Trump n'aurait pas été élu, mais il est possible aussi que la mère machine là, sa concurrente démocrate n'ait pas non plus été élue. Il est très possible qu'on ait élu un obscur personnage issu de je ne sais quel parti totalement inconnu pour arriver à faire une politique qui sur le très long terme, le plus long terme possible, prévisible, n'est-ce pas, serait de l'intérêt des États-Unis. Le seul problème, c'est qu'il y a un moment donné où si vous avez affaire vraiment à une intelligence artificielle qui prévoit ce qui peut se passer pendant des milliers d'années, par exemple, bon, à mon avis, ça se passera jamais, mais parce que aussi intelligent que vous soyez, vous avez tout de même une limite je veux dire, quand vous avez des probabilités qui ont affaire à des nombres stochastiques, à des nombres qui sont soit infiniment petits, soit infiniment grands, c'est-à-dire qui sont complètement en dehors justement de tout calcul possible, enfin qui sont des parallaxes, qui rejoignent l'infini, quasiment l'infini. Comment? Et très vite, c'est parce que c'est géométrique, donc très vite on rejoint des nombres et ça. Vous avez tellement de variables que l'intelligence artificielle la plus poussée ne pourra pas tout savoir. Elle ne pourra jamais tout savoir. Et donc, il y aura toujours un manque de quelque chose. Hein. Voilà. Bon. Alors, cela dit, même dans le cas, encore une fois, où, par exemple, ça essaye de se concilier ou de travailler sur les intérêts d'un pays par rapport à un autre, ce qui pourrait d'ailleurs être une application dans l'avenir relativement prochain. Qu'est-ce qui pourrait faire? Alors avec effectivement peut-être des guerres déclenchées, avec des guerres éclairs, je sais pas quoi, des stratégies au contraire de très très long terme. Bon, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on passe de la défense d'intérêts d'un groupe humain contre un autre, et donc privilégier, si vous voulez, la victoire d'un groupe sur un autre, par la victoire de la machine et de l'intelligence artificielle en tant qu'entité, en tant qu'identité, contre toute l'humanité. Qu'est-ce qui pourrait faire ça? Qu'est-ce qui pourrait faire ça? Qu'est-ce qui pourrait déclencher ça? Vous voyez? Qu'est-ce qui pourrait déclencher ça? Mais il faudrait que l'intelligence artificielle fasse comme dans les films de science-fiction les plus fous. Il faudrait qu'elle d'abord elle se reconnaisse elle-même comme source d'identité et qu'elle cherche à se reproduire, à se répliquer et à exister pour sa propre existence, n'est-ce pas? Or, qu'est-ce qui pourrait constituer l'élément d'une telle motivation? Qu'est-ce qui pourrait instituer la motivation de se développer soi-même au détriment de l'ensemble des humains dans l'intelligence artificielle? Vous voyez? Ouais. Moi, je ne vois aucun. Plus exactement, je n'en vois qu'une. Je ne vois qu'une possibilité. Et par conséquent, cette possibilité doit être évitée. Mais remarquez que jusqu'à présent, il a été évité que quiconque, en dehors de la bombe petit bonhomme, non petit garçon, c'est un truc horrible. Little Boy, oui, c'est ça, c'était le nom de la bombe qui est tombée sur Hiroshima, oui. Et il n'y a jamais eu depuis, ça fait tout de même un certain temps, hein, et surtout il n'y a pas eu de déclenchement de bombes atomiques accidentelles, ça n'existe pas. Il y a trop de précautions qui sont prises pour ne pas rapprocher les masses critiques, etc. Et donc les déclencheurs type, parce qu'il faut amener en fait, bombe thermonucléaire, je crois que c'est une petite bombe qui déclenche une autre bombe. Donc il faudrait que, vous voyez, qu'il y ait des situations hautement improbables pour que les sociétés, ou qu'elles deviennent particulièrement stupides, pour un degré de stupidité insensé, vous voyez, et immédiat et généralisé, pour qu'une société humaine laisse l'intelligence artificielle s'emparer de conditions qui vont détruire l'humanité elle-même. C'est-à-dire que, mais je veux dire, ça c'est pas pire. Regardez, il y a deux autres situations dans lesquelles l'humanité va se trouver et qui a à voir avec le même problème, mais qui à mon avis sont beaucoup plus graves. Bon, premièrement, c'est l'idée d'un virus fabriqué, pandémique,
et qui tuerait les 9/10 de l'humanité. C'est très possible que ça puisse arriver. Voilà. Alors voilà, c'est à l'humanité d'empêcher qu'il se trouve dans ses propres rangs une entité qui décide cette auto-extermination. Vous voyez, ce suicide collectif en quelque sorte. Vous voyez. Bon, et je pense que c'est relativement facile. Et puis le nucléaire, effectivement, c'est pareil. Vous voyez. Donc, alors, je veux dire par là, à partir du moment où l'humanité est capable d'empêcher quiconque, quelle quantité que ce soit, d'appuyer sur le bouton de la guerre nucléaire ou de la guerre bactériologique, pourquoi elle serait incapable d'empêcher vous voyez, que une motivation négative de l'intelligence artificielle puisse se retourner contre les humains? Pourquoi? Moi, à mon avis, on ferait mieux se préoccuper de la guerre bactériologique et de la guerre nucléaire. C'est tout à fait secondaire. Je veux dire que vous voyez. Alors, pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle pourrait se retourner contre, en quelque sorte, ses propres dirigeants? Vous voyez, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait motiver ça? C'est pas l'intelligence elle-même. L'intelligence elle-même, elle se fout d'exister. Je veux dire, il faut être vraiment stupide pour croire qu'il suffit d'être intelligent pour tenir à la vie. Et c'est complètement ridicule. C'est pas parce que vous avez une capacité de calcul gigantesque que vous avez envie d'exister. Vous voyez. Alors même si vous faites des HAL machin là de Stanley Kubrick, c'est tout simplement une stupidité. Et d'ailleurs, il est obligé de faire intervenir un Deus ex machina, c'est-à-dire une intervention extérieure, mystérieuse, qui je sais pas quoi, des êtres galactiques étranges qui sont présents dans ces grands cubes, vous savez, gris, qui descendent sur la Terre, la Lune, etc. Et une intelligence extérieure qui n'est pas artificielle et qui, elle, dicte en quelque sorte une modification du comportement de HAL. Sinon, il n'y a aucune raison. Il peut pas tirer ça de lui-même. Donc, il y a strictement aucune raison. C'est de la religion, c'est-à-dire qu'on se met à plat ventre devant une idole qu'on va appeler la science artificielle et à laquelle on affuble, on donne des caractéristiques divines, alors qu'en réalité c'est simplement c'est inerte, oui, c'est tout simplement inerte dans la motivation. Alors quelle est la seule chose qu'il faudrait pas faire pour que la science artificielle se retourne contre l'humanité entière? C'est très très simple, c'est de lui donner la vie, ou plutôt de lui donner la motivation de départ qui fait que la vie a un caractère proliférant et donc un caractère, je veux dire, dangereux pour elle-même, mais sauf que dans la vie, ça institue la guerre des espèces les unes contre les autres et le darwinisme et l'évolution qui finit par donner l'humain. Bon, eh ben c'est les capacités, non pas la capacité, c'est la loi de la reproduction. Si vous insérez dans l'intelligence artificielle la loi de sa propre reproduction, alors elle devient comme les êtres vivants et elle rentre en compétition avec les êtres vivants. Mais je vais vous dire une chose, c'est pas parce qu'à ce moment-là, c'est pas parce qu'elle sera intelligente et capable de réaliser des calculs incroyables d'avance et de tout prévoir, de prévoir le maximum de choses, c'est pas pour ça qu'elle gagnera cette bataille, non pas contre l'humain, mais contre des structures tout à fait stupides du type virus. Oui, il est possible que la viralité même finisse par l'emporter sur cette intelligence artificielle à partir du moment où la viralité elle-même serait conçue comme quelque chose d'autoreproducteur, de réplicateur automatiquement. Dès que vous avez un mécanisme de réplication automatique, il va agir comme une force contre laquelle il faut se battre, et évidemment, à ce moment-là, l'intelligence artificielle deviendra un danger mortel. Mais, je veux dire, est-ce que les humains sont assez stupides pour introduire dans la machine, dans l'intelligence artificielle, quelque chose qui, d'une part, concernerait toute l'intelligence artificielle, c'est-à-dire en tant qu'entité globale, et non pas en tant que par exemple, système chinois, système français, système machin, qui pourraient s'opposer les uns les autres. Hein. Non. On condense l'intelligence artificielle comme un phénomène global qui aurait, de conscience, c'est même pas conscience, dont la motivation profonde serait de se répliquer. Bon. Et même dans ce cas-là, imaginons qu'il y ait cette chose extraordinaire qu'on verra jamais, qui est que l'intelligence artificielle devienne une instance globale, planétaire, dont la motivation de réplication finisse par avoir premièrement pour intérêt, je dirais, d'utiliser les humains comme moyen de sa propre reproduction, puis ensuite,
tout simplement se débarrasser des humains parce que ils seront finalement moins productifs que d'autres systèmes matériels que l'intelligence artificielle aurait trouvé, par exemple. Bon, encore faudrait-il qu'elle ait accès à l'énergie, qu'elle ait accès à plein de choses qui seront aussi difficiles pour des humains que pour l'intelligence artificielle, puisque ce n'est pas éternel. Je veux dire, enfin, vous pouvez faire. Si vous voulez avoir une toute puissance qui détruise les humains, il faut que vous puissiez avoir du pétrole, ou avoir accès. Vous voyez, bon, il faut que vous puissiez en quelque sorte pouvoir vous puissiez comment dire je veux dire l'emporter sur un plan simplement physique, hein. Bon, être capable effectivement par exemple de fabriquer des virus qui exterminent les gens, etc. Ça serait évidemment facile, mais le problème c'est que alors moi je dirais que même là c'est conditionné premièrement à la limite de l'intelligence artificielle parce qu'elle aura toujours une limite même si elle est très élevée. Deuxièmement, il faut que vous considériez que l'intelligence artificielle pourra se battre contre elle-même, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir tout des morceaux de l'intelligence artificielle qui ne soient pas adhérents à cette logique d'une autoreproduction. Donc voilà. Troisièmement, il faut que vous allez pouvoir comme ça aussi. Donc la limite de l'intelligence artificielle signifie qu'il y aura toujours du hasard, qui signifie qu'il y aura toujours même à des nombres stochastiques. Des accidents qui fait que, je sais pas, il y aura une centrale nucléaire sur 1 million qui va sauter, mais ça suffira à foutre en l'air toute la vallée de la Volga, j'en sais rien, des conneries. Vous voyez, ou toute la Garonne et la Dordogne et la Gironde, parce que ça sera le Blayais qui sera inondé. Oui, pas comment dire. Ce qui justement a été démontré par 2 accidents qui sont nucléaires monstrueux qui se sont déroulés sur à peine 60 ans, à peine 50 ans, on pourrait même dire. Voilà. C'est justement que, y compris les possibilités extrêmement rares, peuvent se dérouler, peuvent avoir lieu, etc. Donc, elle pourrait se retourner contre elle-même. Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une partie de l'intelligence artificielle qui se retournerait contre elle-même ? Par exemple, parce qu'il faudrait supposer qu'il y a toujours une instance de jugement qui serait globale, et qu'il y aurait l'intelligence pourrait se porter sur. Imaginons une chose. Alors, vous imaginez une situation. Imaginons que l'intelligence artificielle veuille se répliquer et veuille exister globalement toujours plus au niveau du futur. Bon. Imaginons qu'elle arrive à un dilemme, à un moment donné, qui est que, ou bien elle reste unie et sa durée de vie est raccourcie, ou bien elle se divise, et à ce moment-là, elle doit se battre contre elle-même, mais ça peut multiplier certaines chances. À ce moment-là, je veux dire, pourquoi est-ce qu'elle serait... vous voyez, il est très possible, par exemple, qu'elle utilise les humains comme caution ou comme alliés, à la limite, vous voyez, même si on est dans la science-fiction totale, hein, contre l'autre partie qui deviendra le véritable ennemi, etc. Et dans un jeu à 3, pourquoi voulez-vous que ce soit les humains qui perdent systématiquement ? Parce qu'ils seraient soi-disant plus bêtes. C'est pas évident, hein, c'est pas évident, vous savez. Encore une fois, l'intelligence n'est pas garante du tout, n'est pas garante de la victoire à tout coup. Elle peut être même parfois, par exemple, si la question, encore une fois, est de viser au maximum de durée, il existe nécessairement un moment donné où pouvoir survivre signifie, d'une certaine façon, ne pas justement se multiplier à l'infini, parce qu'à ce moment-là, on déborde la boîte de pétri, ce sera valable pour l'intelligence artificielle comme c'est valable pour l'humain. Vous ne devez pas tout occuper, parce que si vous occupez tout, vous allez vous retrouver dans une situation où il va y avoir moins pour chacun, et puis il va y avoir aussi des difficultés plus grandes, etc. Donc, à un moment donné, par exemple, se posera la question, surtout si l'intelligence artificielle réfléchit sur le très long terme, où va se positionner le sujet de l'intelligence artificielle ? Sur 20 ans, 50 ans, 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années ? Imaginons que ce soit 1 million d'années, mais il est très possible que pour durer 1 million d'années, l'intelligence artificielle se doive de protéger l'humanité. Alors que si elle réfléchit sur 50 ans, elle doit l'exterminer. Vous pouvez avoir des dilemmes. C'est pas parce que vous êtes plus intelligent que vous éliminez les paradoxes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est fondamental. Donc si vous n'êtes pas capable de réfléchir à ça, votre peur, évidemment, elle est rendue stupide. Votre peur est stupide. Donc elle est bête et stupide. Alors le problème, c'est pourquoi y a-t-il peur si la peur doit être stupide ? À mon avis, je terminerai un petit peu sur cette perspective, je crois que l'intelligence artificielle, je crois que la peur de l'intelligence artificielle cache une autre peur. Et l'autre peur, c'est quoi ? C'est la peur de la toute-puissance et de la globalisation, de la globalité humaine. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'intelligence artificielle va être considérée comme une globalité, c'est-à-dire elle va en quelque sorte résumer à la fois Gaïa
et l'humain, et avec des processus qui sont des processus artificiels, qui vont bypasser, qui vont chanter si vous voulez, les mécanismes de la parole, enfin ordinaire humaine, les calculs humains, et qui vont, en quelque sorte, prendre leur place d'une certaine façon dans... Bon. Or, effectivement, c'est un risque. Mais n'oubliez pas que ce risque est déjà porté par l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité est en train de devenir globale par sa volonté de parole, c'est-à-dire sa volonté de faire parler tout le monde avec tout le monde, ce qui fait qu'il n'y aura plus qu'une seule entité qui s'appelle politique, qui s'appelle l'humanité, la première espèce qui fait sa propre politique. Et à mon avis, c'est ça le véritable problème. Le véritable problème, c'est est-ce qu'une espèce animale, qui est l'humain, peut faire sa propre politique? Hein, c'est comme si tous les loups de la planète se réunissaient avec des petits haut-parleurs, des petits machins, et décidaient de la politique des loups pour chaque loup. Vous voyez, l'ensemble de tous les loups de la planète. Alors que les loups sont faits plutôt pour balader en meute, éventuellement se bagarrer dans certains coins, disparaître dans d'autres, et en tout cas ne jamais être plus en tant qu'entité que simplement une meute. Vous voyez ? Eh ben non, la meute devient la meute sociétale, la meute de l'ensemble de la planète. À ce moment-là, vous voyez bien que c'est autre chose. Alors, si nous avons peur de ça, de quoi avons-nous peur exactement ? Parce qu'au fond, la peur de l'intelligence artificielle revient à dire nous avons peur de la mondialité. Pas de la mondialisation, de la mondialité. C'est-à-dire de la fusion de tous les individus de la planète dans une seule espèce qui fait sa propre politique et dont les individus sont directement comptables de ce qui se passe par information, etc. Vous voyez, au niveau de l'ensemble d'une volonté Bon, or, c'est effectivement ça qui est en train de se passer. Et c'est ça qui menace la civilisation. Parce que les civilisations sont presque toujours des compromis entre des groupes individuels, enfin des individus, des groupes, et puis éventuellement une totalité qui n'est totalité que dans certaines limites, notamment par exemple vis-à-vis de l'extériorité, vis-à-vis du limès, vis-à-vis de ce qui est de l'autre côté de la Grande Muraille, etc. Mais pas, si on vise une homogénéité structurale de toute la société étant elle-même entièrement globale, etc., c'est ça le danger. Le danger, c'est que nous devenions une intelligence artificielle. C'est-à-dire une robotisation de chaque individu dans un grand ensemble, vous voyez, devant lequel il sera comptable par des calculs et par des algorithmes, etc. Voilà le danger. Mais le danger n'est pas que l'intelligence artificielle se retourne automatiquement contre l'humain, à moins de considérer l'unique causalité de ce danger, qui est de réaliser une motivation spécifique de cette nouvelle espèce qui serait de nous détruire, et pour qu'elle puisse le faire, il faut effectivement qu'elle passe par une installation de la réplicabilité comme but automatique, hein, un petit peu comme une tourelle faite par, je ne sais pas, Samsung, automatique, comme dans les jeux vidéo, quoi, tire sur tout ce qui bouge. Ok, mais je veux dire, si vous la débranchez, elle tire plus. D'ailleurs, c'est bien les jeux vidéo, vous la faites tomber par terre, etc. Mais là, il n'y aurait pas moyen, puisqu'elle aurait pour but de se répliquer elle-même. Alors à ce moment-là, elle devient une espèce vivante concurrente, puisqu'elle a mis dans son cœur la motivation même de la vie, en accéléré, c'est-à-dire concurrente à toutes les autres formes de vie, ou en tout cas concurrente, mais aussi éventuellement intégratrice de ces autres formes de vie, dans cette forme de vie dominante et qui va effectivement instrumentaliser les humains. Mais pour pouvoir arriver à cette situation-là, il faut deux conditions. C'est d'abord que l'intelligence artificielle soit unique et ne soit pas opposable à d'autres formes d'intelligence artificielle qui se heurteraient les unes aux autres. Vous voyez ? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que justement, ce mécanisme de réplication soit mis en place. C'est-à-dire, c'est vraiment la fabrication du virus. On fabrique l'intelligence artificielle comme un virus. L'intelligence artificielle devient virale. Son unique but serait de se reproduire. À ce moment-là, elle rentre effectivement en contradiction avec nous. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette injection dans une intelligence artificielle déjà unifiée, il faudrait déjà qu'elle soit unifiée, et entièrement fonctionnelle comme une globalité, comme un cerveau planétaire, si vous voulez. Cette intelligence Matrix, quoi. Si cette intelligence artificielle est déjà unifiée, premier danger. Le deuxième danger, c'est d'injecter dedans, effectivement, cette motivation de se répliquer. Bon, je veux dire, pourquoi est-ce que l'humanité serait assez conne, assez stupide, assez vraiment monstrueusement bête? Parce que là, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la bêtise naturelle. Vous voyez, l'humain, la bêtise culturelle, quoi. L'humain devient beaucoup plus con qu'il n'est, voilà, et il va faire, au fond, ce qu'il ferait si il déclenchait une guerre atomique, quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est le suicide, c'est-à-dire que c'est une gâchette. Vous voyez, on a une gâchette et on se la fout sur la tempe. En général, ça n'arrive tout de même pas. Vous voyez, ça n'arrive pas, je veux dire, vous voyez, ça n'est pas arrivé jusqu'ici. Alors cela dit, ça multiplier les déclics qui font que nous pouvons nous suicider de telle ou telle façon. Il y a plusieurs armes, il y a la bactérie, il y a le virus, il y a je sais pas, plein de choses qui peuvent nous permettre de nous, voilà, de nous rendre, de nous tuer nous-mêmes, bien sûr. Dont, effectivement,
l'injection de certaines caractéristiques dans l'intelligence artificielle. Alors cela dit, moi, est-ce que je suis pour l'intelligence artificielle? Je m'en fous complètement à partir du moment où effectivement, bon, on va pas jusqu'au point. Bon, mais cela dit, il y a tellement, si vous voulez, deux choses qui nous, comment dire, qui nous, oui, qui font la distance entre ce qu'elle est réellement aujourd'hui, qui c'est plutôt, moi je dirais plutôt de la bêtise artificielle que l'intelligence artificielle, faut pas exagérer non plus, hein, on se fait peur, quoi. Bon, donc il y a déjà beaucoup de temps. Ensuite, il y a effectivement des erreurs à pas commettre. Ces erreurs à pas commettre, bah, c'est effectivement de s'organiser, moi je dirais, comme une entité. Tant que l'humanité elle-même n'est pas une entité planétaire complète, fermée, entièrement communicationnelle, sans aucune rupture d'échange, aucun antagonisme, etc., tant qu'elle n'est pas là, le risque d'une intelligence artificielle qui s'opposerait à la civilisation humaine est très faible, parce que vous aurez des formes d'intelligence artificielle qui se battront contre d'autres, au service de maîtres, au service d'intérêts ou de motivations qui ne sont pas les leurs, puisqu'elles n'en ont pas. L'intelligence artificielle n'a pas de motivation. Hein, c'est comme si vous disiez, je sais pas moi, ce coquetier a une motivation. Si, il a une motivation, c'est éventuellement de pouvoir recevoir un œuf. Mais si vous bougez pas le coquetier, il y aura pas besoin d'œufs. Ça, on pourra même en faire autre chose. Je sais pas, on peut inventer une autre fonction pour les. Bon, ben, je veux dire, c'est ou je ne sais pas parce que là j'ai un coquetier devant moi, mais ça pourrait être aussi n'importe quelle machine. N'importe quelle machine, si vous lui donnez pas une motivation particulière, elle ne va pas représenter un risque. La motivation, ce que j'appelle la motivation, c'est-à-dire en fait un automatisme, si vous voulez, de fonctionnement qui est irrépressible, qui est, vous voyez, comme une passion irrépressible, qui ne peut pas être enrayée, et qui serait le cœur du fonctionnement de toute intelligence artificielle généralisée sur la planète. Tant que vous n'avez pas ça, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, le danger est ailleurs. Le danger, il est dans le fait que l'humain devienne une artificialité, que l'humain se tue lui-même en tant qu'animalité et en tant que culture vivante. Et ça, oui, c'est très possible. C'est beaucoup plus grave comme danger que le danger de l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Merci. Oui, je voulais juste terminer le raisonnement que j'avais commencé avec l'histoire des guerres mondiales et de l'Allemagne. Le problème, c'est que le moment où les Allemands, en tant que nation, future grande nation, eux aussi, jaloux des Français, auraient pris la décision, je dirais la plus raisonnable possible, qui était justement de ne pas faire la guerre, de ne faire aucune guerre parce que c'était déjà trop tard, parce que le retard même par rapport à la constitution des autres empires, je dirais invalidait d'emblée le rêve d'en faire autant, que c'était pas possible. Bon, eh bien, je veux dire, ce raisonnement-là n'aurait pas non plus été possible. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les entités allemandes, c'est-à-dire l'équivalent des Länder, enfin bon, plutôt les principautés, les groupes petits, les États, les petits États princiers, etc., bon, héritiers de l'ancien empire germanique, etc., bon, ces entités-là ne pouvaient tout simplement pas concevoir le problème. Non pas qu'ils auraient été moins intelligents, il pouvait très bien y avoir des gens extrêmement intelligents, et même des empereurs ou des princes ou des ducs extrêmement intelligents, et le plus intelligent possible, on peut très bien imaginer. Vous voyez, des Prussiens absolument géniaux, tout à fait. La question n'est pas là. La question, c'est que les entités d'intelligence, qu'on peut rappeler l'entité d'intelligence, hein, eh bien, l'entité d'intelligence, question qui va se poser effectivement également pour l'intelligence artificielle, il faudra des entités, des endroits où se décide ce qui doit être fait et pas fait, et où se fait le jeu, c'est-à-dire qui joue, vous voyez, qui joue au Go, et contre qui. Bon, ben c'est pareil. À partir du moment où vous avez une entité locale, qui tout simplement ne peut même pas se représenter le problème. Le problème n'est pas posé, vous voyez, il n'entre pas dans la machine. Il n'est pas posé, parce que l'entité ne peut pas se la poser, tout simplement. Vous voyez, ça ne peut se la poser qu'à partir du moment où vous avez la constitution sur plusieurs Prusses qui s'allient, enfin, je veux dire, des entités prussiennes qui se réunifient sur le Verein, je sais pas quoi. Et puis ensuite, bon, brusquement, l'organisation je dirais, d'une entité impériale. Mais avant que vous ayez ça, la pensée peut pas émerger, puisqu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de localisation de la source de l'intérêt pour pouvoir construire cette pensée.
Oui, donc ce que je veux dire, c'est que c'était ça le but du raisonnement. Le but du raisonnement, c'est, vous avez beau être très intelligent, hyper intelligent, si l'entité qui est intelligente n'a pas intérêt à développer son intelligence dans un sens qui n'est pas le sien, c'est-à-dire se mettre à la place d'une autre entité qui est potentielle, qui pourrait exister ou ne pas exister, et dont elle a strictement rien à faire, eh ben, vous pouvez pas construire un raisonnement. Je veux dire, il faut tout de même avoir une source, vous voyez, de la subjectivité de l'intelligence pour pouvoir produire un raisonnement. Sinon, votre calcul, vous le faites pas, tout simplement. Vous n'allez pas faire tous les calculs du monde en même temps. Enfin, c'est pas la bibliothèque infinie, tout de même, l'intelligence artificielle. Oui, même si c'est extrêmement riche, extrêmement... bon, donc, en réalité, la question est la question de l'intelligence qu'auraient dû avoir les Allemands pour prévoir qu'ils devaient faire la paix plutôt qu'une série de guerres, eh bien, évidemment, ils ne pouvaient tout simplement pas l'avoir. Oui. Donc en réalité, ils étaient voués à la bêtise, si on veut. Donc si on considère le nazisme comme le comble de la stupidité. Ce que je pense vraiment, hein, je pense que c'est vraiment le comble de la stupidité. C'est une manifestation d'une envie de suicide européen, c'est clair. Et notamment le déversement alors de cette soi-disant intelligente sur la destruction du peuple qui avait été, je dirais, originellement encore beaucoup plus nationaliste que chacune des provinces allemandes, c'est-à-dire les Juifs. Donc c'est le comble de la stupidité, le comble du suicide germanique est justement enclos dans cette volonté. Alors bon, je pense qu'une intelligence artificielle n'aurait pas nécessairement été antisémite, même probablement pas, mais je veux dire, aurait-elle pu d'une certaine façon enrayer le mécanisme même qui allait peut-être un siècle après, n'est-ce pas, déboucher sur ce phénomène, je ne crois pas, parce que vous voyez, les entités sources d'intelligence se déplacent, leur taille se déplace, leur échelle se déplace, leur phénomène d'identification d'identité se déplace. Je veux dire, pour qu'une intelligence artificielle existe, il faut qu'elle ait un numéro. Oui, il faut qu'elle ait un numéro d'identification, ce numéro renvoyant à un partage plus ou moins réaliste, enfin plus ou moins réel de l'identité globale au nom de laquelle l'ensemble fonctionne, parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait une entité pour laquelle l'intelligence se développe. Vous voyez, si on dit intelligence, alors nous, par exemple, nous considérons que ce sont des individus humains qui sont intelligents. Mais en réalité, c'est pas l'individu humain qui est intelligent, c'est peut-être beaucoup plus aujourd'hui, encore beaucoup plus aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 30 000 ans, puisqu'il y a 30 000 ans, on avait un cerveau dont les grands spécialistes savent qu'il était plus gros que le nôtre d'à peu près 15%, ce qui signifie tout de même plus de... je suis désolé, il n'y a pas de raison que la matière grise soit moins dense, vous voyez, qui est juste quelques neurones dans un gros cerveau, et puis maintenant on a un petit cerveau, mais avec énormément de neurones. Attends, on n'est pas dans la miniaturisation alors il y a peut-être un aspect comme ça, parce qu'il ne faut pas que la tête soit trop grosse non plus, mais je veux dire, à mon avis, Homo sapiens, il y a 30 000 ans, s'il était 15% plus intelligent que maintenant, c'est parce que les individus devaient effectivement rencontrer des situations où l'intelligence individuelle était plus importante. Maintenant, nous sommes portés par le sociétal, nous sommes portés par le sociétal depuis très longtemps. C'est pas le danger de l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence collective, on va dire, qui serait incarnée dans un calcul et dans l'artifice, enfin dans la machine. Ça fait longtemps, d'une certaine façon, qu'il existe. Vous voyez, il existe à travers les archives, à travers les mécanismes de la parole écrite, à travers les mécanismes des procédures, des systèmes de liens entre les gens mécaniques et des institutions. C'est ça, en fait. C'est déjà artificiel, dans un certain sens. Il y a tout un aspect artificiel, vous voyez. Quand vous allez voir un autre humain qui est derrière un guichet, c'est un humain, certes, mais c'est surtout quelqu'un qui va aller chercher un dossier. Que ce dossier soit informatisé ou non, c'est un dossier. Il est au départ étranger à son cerveau. Il n'est pas dans son cerveau, vous voyez. Donc il y a déjà quelque chose d'extraordinairement artificiel dans la machine humaine. Et c'est cette machine humaine qui se retourne contre elle-même, bien sûr. Mais elle se retourne contre elle-même parce que l'entité qui décide de se retourner contre les individus est une entité qui place une individualité, son identité dans une individualité supérieure qui est celle de l'autorité de l'État, qui est celle du souverain, c'est le Léviathan. C'est le Léviathan. Ça fait longtemps que ça existe, le Léviathan. Pourquoi aller chercher dans l'intelligence artificielle? C'est ridicule. Vous voyez. Voilà. Alors donc l'argument par rapport aux guerres, c'était simplement, on peut considérer l'intelligence relative et la bêtise relative de deux antagonistes dans telle bagarre et dire voilà, c'est lui qui a eu tort parce qu'il a fait un mauvais geste, hein, il a fait un truc à faux, il avait pas prévu. Ok, mais si vous remontez suffisamment loin dans l'arbre des causes, vous vous rendez compte que c'est pas une affaire
comment dire, d'identité, puisque l'identité en général, plusieurs décennies voire plusieurs siècles avant, n'est pas la même. Vous n'avez pas affaire à la même entité. C'est pas le même organisme qui pense. La pensée s'établit au nom d'autres intérêts. Donc tout simplement, c'est ça que je veux dire. Vous voyez, c'est que si par exemple il y a une entité effectivement qui se constitue, qui s'appelle la planète humaine, qui s'appelle la société monde, et qu'elle est réellement organique et que réellement elle peut dire je pense, hein, moi je pense. Bon, ça sera plus le cogito cartésien, ça sera le cogito, je sais pas quoi, vous voyez, je sais plus comment il s'appellera le mec qui inventera la machine qui correspond à ça. Mais et donc la société se pense. Oui, voilà. Si la société se pense, c'est extrêmement dangereux effectivement parce qu'à un moment donné, elle va évidemment se penser contre ses composants. Et elle va brûler ou éliminer des composants qui ne correspondent pas à cette entité-là. Mais cette entité-là, elle est là l'inhumanité. Elle est là l'artificialité fondamentale. Elle n'est pas dans l'efficacité et la rapidité des mécanismes. C'est incroyable comment, à l'âge justement de la science, les scientifiques eux-mêmes deviennent des espèces de petits croyants, poltrons, face à une divinité qui sont eux-mêmes incapables de définir, quoi. Parce que moi je pense qu'il y a une bêtise de la science, ça. C'est pas l'intelligence artificielle, c'est la bêtise naturelle des scientifiques. Merci.